Lors de son mariage, ma belle-fille a exigé ma maison. Une jeune famille a plus besoin de cette maison, a-t-elle dit. J'ai dit non, et elle m'a giflé. Alors, j'ai pris le téléphone et j'ai composé un numéro. 20 minutes plus tard, deux hommes sont arrivés, et ma belle-fille s'est mise à pleurer. Elle avait été démasquée. La porte d'entrée a claqué contre le mur, avec une telle force que j'ai failli lâcher ma tasse de café. Paul a fait irruption comme un ouragan, le visage rouge d'excitation, vibrant littéralement d'énergie. « Papa, tu ne vas pas croire ce qui vient de se passer. » Il faisait les 100 pas avant même que je puisse poser ma tasse, sortant quelque chose de petit de la poche de sa veste. Je l'ai fait. Je l'ai vraiment fait. Mon estomac s'est serré quand j'ai vu l'écrin de velours. Bleu marine foncé, d'aspect coûteux, le genre qui contient des promesses et des avenirs et des décisions qui changent une vie. Paul, ralenti, j'ai attrapé le torchon, ayant besoin de quelque chose à faire avec mes mains. Qu'est-ce que tu as fait exactement ? J'ai fait ma demande. Il a ouvert l'écrin, révélant un diamant qui a capturé la lumière de la cuisine comme de la lumière d'étoiles emprisonnées. Marianne a dit oui, papa. Nous sommes fiancés. Les mots m'ont frappé comme de l'eau froide. 3 mois. Il connaissait cette femme depuis exactement 3 mois. Et maintenant, il parlait de mariage comme s'il achetait une nouvelle voiture. Mon fils, c'est... J'ai forcé ma voix à rester stable. C'est une merveilleuse nouvelle. Vraiment merveilleux. Mais mon esprit s'emballait. Marianne Dubois, la barmaid du centre-ville, qui regardait ma maison comme si elle calculait la superficie en mètres carrés, qui répondait au téléphone pendant les dîners de famille, et me parlait comme si j'étais un vieil imbécile sénile. Regarde cette bague. Paul a poussé l'écrin vers moi, son sourire si large qu'il devait lui faire mal. 2 carats, sertissure en platine, ça m'a coûté toutes mes économies, mais elle mérite ce qu'il y a de mieux. Toutes ces économies, chaque centime qu'il avait rassemblé de son travail de programmeur informatique partit dans un geste impulsif. J'ai examiné la bague, notant comment le diamant semblait presque trop parfait, trop brillant, comme tout le reste chez Marianne. Elle est magnifique, Paul. Quand as-tu fait ta demande ? Ce soir chez Giuseppe. Tu sais, ce restaurant italien où nous avons eu notre 2e rendez-vous. Il sautillait sur place comme un enfant le matin de Noël. J'avais tout planifié. Je me suis mis à genoux là, devant tout le monde. Elle a pleuré, papa. Elle a vraiment pleuré de joie. Je parie qu'elle a pleuré. Des larmes de pur soulagement financier, plus probablement. Paul, pouvons-nous nous asseoir une minute ? J'ai fait un geste vers la table de la cuisine. C'est une grande nouvelle. Une nouvelle qui change la vie. Je sais, n'est-ce pas ? Il a finalement arrêté de faire les 100 pas et s'est laissé tomber dans sa chaise habituelle. Je n'arrive pas à croire que je vais vraiment me marier. Marianne Durand, ça sonne bien, non ? Ça sonne bien. Je me suis assis en face de lui, choisissant mes mots avec soin. Mais mon fils, vous ne vous connaissez que depuis 3 mois. Es-tu sûr de la connaître assez bien pour une si grande étape ? La lumière dans ses yeux s'est légèrement ternie. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Je veux dire que le mariage est un engagement sérieux. Ce n'est pas seulement une question d'amour. C'est une question de compatibilité, de valeurs partagées, d'objectifs à long terme. Je me suis penché en avant, gardant ma voix douce. Avez-vous tous les deux parlé d'enfants, d'argent, d'où vous voulez vivre ? Bien sûr que nous en avons parlé. Son ton devenait défensif. Nous voulons les mêmes choses, papa. Une famille, le bonheur, une belle vie ensemble. Et l'argent ? Avez-vous discuté des finances ? La mâchoire de Paul s'est contractée. Pourquoi demandes-tu ça ? Parce que ta fiancée a jaugé ma maison comme un expert immobilier, ai-je pensé. Parce qu'elle a posé des questions précises sur mes économies de retraite dans l'heure qui a suivi notre rencontre. Parce que tout chez elle crie croqueuse de diamants. Je dis juste, mon fils, que la compatibilité financière est importante. Tu es programmeur, elle est barmaid. Des mondes différents, des revenus différents. Et alors ? La voix de Paul montait maintenant. Es-tu en train de dire qu'elle est en dessous de moi à cause de son travail ? Non, ce n'est pas du tout ce que je dis. J'ai levé les mains, essayant de calmer la tempête que je pouvais voir se construire sur son visage. Je dis que vous devez vous assurer que vous êtes sur la même longueur d'onde concernant les attentes. Nous sommes sur la même longueur d'onde. Il s'est levé brusquement,
la chaise raclant contre le sol. Elle m'aime, papa, et je l'aime, c'est ce qui compte. Mais je ne pouvais pas laisser tomber, pas quand je pouvais voir la catastrophe arriver comme un train de marchandises. Paul, elle me semble présomptueuse, irrespectueuse. As-tu remarqué comment elle me parle quand elle pense que tu n'écoutes pas? Ne t'avise pas. Sa voix a claqué comme un fouet. Ne t'avise pas de parler d'elle comme ça. Tu la connais à peine. Mais je vois comment elle me traite, comment elle me parle dans ma propre maison. Les mots sortaient le plus vite maintenant, alimentés par des mois à regarder cette femme manipuler mon fils. Elle regarde tout ici comme si elle avait déjà emménagé, comme si elle calculait ce que ça vaut. Le visage de Paul est devenu blanc, puis rouge. Arrête ça tout de suite. Mon fils, j'ai vécu assez longtemps pour reconnaître. Assez! Il a claqué sa paume contre la table, faisant sursauter la salière. Je suis un homme adulte. Arrête d'interférer dans ma vie. Paul, s'il te plaît. J'essaie juste de... Non. Il reculait vers la porte maintenant, son visage tordu par la colère et la douleur. J'en ai fini d'écouter tes jugements. Tu veux savoir ce que je pense? Je pense que tu es jaloux que j'ai trouvé quelqu'un qui me rend heureux. Ce n'est pas vrai, et tu le sais. Si, ça l'est. Parce que depuis que maman est morte, tu es seul, et maintenant tu ne supportes pas l'idée que j'ai ce que tu as perdu. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Paul a immédiatement eu l'air consterné, comme s'il ne pouvait pas croire ce qui venait de sortir de sa bouche. « Papa, attends. » Mais il était déjà à la porte, l'ouvrant d'un coup sec. J'en ai fini avec cette conversation. Marianne et moi allons nous marier, que tu approuves ou non. La porte a claqué avec une telle force que les fenêtres ont tremblé. Je suis resté là dans le silence soudain, écoutant le moteur de sa voiture rugir dans l'allée. Le gravier a crissé quand il a fait marche arrière trop vite, les pneus couinant alors qu'il disparaissait dans la rue. La cuisine semblait impossiblement silencieuse maintenant, juste le bourdonnement du réfrigérateur et le tic-tac de l'horloge murale. J'ai baissé les yeux et j'ai réalisé que mes mains tremblaient. Je suis resté là à fixer la porte pendant plusieurs minutes après que les feux arrière de Paul aient disparu. Le silence pesait contre mes tympans comme de l'eau. Finalement, je me suis forcé à bouger, rassemblant nos tasses de café avec une précision mécanique. Sa tasse était encore chaude. Je l'ai tenue plus longtemps que nécessaire, me rappelant comment il buvait du chocolat chaud dans cette même tasse quand il avait 10 ans, les guimauves fondant en spirales sucrées à la surface. Le salon semblait trop grand, alors que je m'installais dans mon fauteuil en cuir. C'était le même fauteuil où je l'avais tenu pendant les orages, où nous regardions les matchs de football les dimanches paresseux, où j'avais expliqué les réalités de la vie avec toute la sincérité maladroite qu'un père veuf pouvait rassembler. Maintenant, j'avais probablement tout gâché. Peut-être avais-je vraiment dépassé les bornes. Les mots résonnaient dans ma tête comme des accusations. Paul avait 28 ans, était éduqué, capable de prendre ses propres décisions. Quel droit avais-je de remettre en question ses choix? Mais ses yeux, les yeux calculateurs de Marianne, balayant mon salon comme si elle réarrangeait déjà les meubles. La façon dont elle avait demandé mes projets de retraite lors de leur deuxième visite. Sa voix douce comme le miel, mais son intérêt tranchant comme un rasoir. J'ai attrapé l'album photo sur la table d'appoint, mes doigts trouvant les bords familiers usés. Marthe me souriait depuis la première page, son bras autour d'un Paul adolescent à sa remise de diplôme de lycée. Elle était partie depuis 5 ans maintenant, mais je me surprenais encore parfois à mettre 2 couverts à la table du dîner. « Que ferais-tu, Marthe » ai-je murmuré à sa photographie. « Que me dirais-tu » Mais je savais déjà. Marthe avait été la sage, la diplomate. Elle aurait trouvé un moyen d'exprimer ses préoccupations sans déclencher une explosion. Elle aurait invité Marianne pour un café, l'aurait fait parler avec des questions douces, aurait formé son propre jugement sans aliéner notre fils. J'ai tourné la page et j'ai trouvé mon propre jeune visage qui me regardait, 25 ans, debout, à côté de ma première épouse, Rebecca. Mon Dieu, j'avais été si certain alors, si absolument convaincu que son sourire signifiait l'amour, que son intérêt pour mes perspectives d'ingénieur était de l'affection sincère. Le mariage avait duré 18 mois, assez longtemps pour qu'elle réalise que les ingénieurs débutants ne gagnaient pas autant d'argent qu'elle l'avait espéré. Assez longtemps pour qu'elle trouve quelqu'un avec de meilleures perspectives financières,
Assez longtemps pour m'apprendre que certaines personnes voient le mariage comme une transaction commerciale. J'avais juré que je ne serais plus jamais aussi naïf. Mais voilà Paul qui faisait exactement la même erreur avec exactement le même type de femme. Les similitudes étaient troublantes. Rebecca avait été charmante, vive, toujours prête avec un rire et un compliment. Elle m'avait fait me sentir comme l'homme le plus intéressant du monde, jusqu'à ce qu'elle ne le fasse plus. Marianne avait ce même charme pratiqué. La façon dont elle touchait le bras de Paul quand elle riait, la façon dont elle le regardait comme s'il avait décroché la lune. Mais j'avais vu son visage quand elle pensait que personne ne regardait. Calcul froid, mesurant tout contre une marge bénéficiaire interne. J'ai fermé l'album et me suis frotté les yeux. Peut-être Paul avait-il raison. Peut-être étais-je jaloux, effrayé de perdre la seule famille qui me restait. Peut-être le chagrin m'avait-il rendu paranoïaque, méfiant envers quiconque menaçait de changer notre petit monde confortable. Mais je ne le pensais pas. Il ne s'agissait pas de solitude ou de peur de l'abandon. Il s'agissait de protéger mon fils d'une femme qui voyait des signes de dollars là où il voyait l'amour. La question était, comment pouvais-je le lui faire voir sans le pousser plus loin? J'ai fait mon chemin vers la cuisine et j'ai mis la bouilloire pour le thé. Le rituel était apaisant. Sélectionner la tasse, mesurer les feuilles, attendre que l'eau bouille. Au moment où je me suis assis avec la tasse fumante, j'avais pris ma décision. Demain, j'appellerai Paul. Je m'excuserai pour mon timing, pour ma façon de présenter les choses, pour lui avoir fait sentir qu'il était attaqué dans ce qui aurait dû être un moment de célébration. J'inviterai tous les deux pour le dîner, créerai une opportunité d'observer Marianne plus étroitement sans paraître conflictuelle. Et si j'avais tort sur elle, si elle aimait vraiment mon fils pour qui il était plutôt que pour ce qu'il pouvait fournir, je serais le premier à l'accueillir dans notre famille. Mais si j'avais raison, j'ai siroté mon thé et j'ai commencé à planifier exactement ce que je dirais. Paul avait besoin d'entendre de l'humilité, pas du jugement. Il avait besoin de se sentir respecté, pas critiqué. Et Marianne avait besoin de se sentir assez bienvenue pour révéler sa vraie nature. L'horloge grand-père dans le couloir a sonné 11 fois, assez tard pour que Paul soit rentré maintenant, racontant probablement à Marianne notre dispute, me décrivant probablement comme le vieil homme qui s'immisce et qui ne peut pas accepter son bonheur. Qu'il le fasse. Pour l'instant, il valait mieux qu'elle me sous-estime. J'ai fini mon thé et je suis monté à l'étage, composant déjà les excuses que je présenterai le matin. Les bons mots au bon moment pourraient guérir la faille entre nous. Et une fois que Paul et moi serions solides à nouveau, je pourrais me concentrer sur le protégé de la femme qui comptait son argent avant même d'avoir dit « oui ». Je me suis réveillé à l'aube sans réveil, mon esprit immédiatement concentré sur la tâche à venir. Du café d'abord, puis l'appel. J'avais besoin de caféine pour calmer mes nerfs et de clarté pour choisir les bons mots. Debout au comptoir de la cuisine, j'ai répété à voix haute comme un acteur se préparant pour la performance la plus importante de sa vie. Mon fils, je veux m'excuser. Trop formel. Paul, je suis désolé pour hier soir. Trop simple. J'ai eu tort d'interférer. Trop. J'ai sorti un bloc-notes et j'ai écrit les points clés. Respecter sa décision, soutenir son bonheur, demander une seconde chance, faire court. 8h semblait trop tôt. 8h15 semblait insistant. À 8h30, je faisais les 100 pas autour de la table de la cuisine, vérifiant ma montre toutes les 30 secondes. Finalement, j'ai saisi le téléphone. Première sonnerie, deuxième sonnerie, troisième. Allô? La voix de Paul était plate, professionnelle, distante. Paul? C'est papa. J'espérais qu'on puisse parler. Le silence s'étendait entre nous comme un gouffre. Puis, je n'ai vraiment pas le temps pour une autre leçon sur mes choix de vie. La ligne s'est coupée. J'ai fixé le téléphone pendant 1 minute complète, puis j'ai recomposé. Paul, s'il te plaît, ne raccroche pas. Clic. À la troisième tentative, il a répondu avec une pure exaspération. Qu'est-ce que tu veux? Plus d'insultes pour Marianne? Plus de raisons pour lesquelles je fais une erreur? Mon fils, je veux m'excuser. Les mots se sont précipités avant qu'il ne puisse raccrocher à nouveau. Je n'aurais pas dû interférer dans ta vie personnelle. Tu es un homme adulte et tu as le droit de faire tes propres choix. J'ai complètement dépassé les bornes.
Le silence cette fois semblait différent. Surpris plutôt qu'hostile. Tu t'excuses? Oui, absolument. Ce que j'ai dit hier soir était injuste et blessant. Et j'en suis profondément désolé. J'ai serré le téléphone plus fort. Tu es venu partager une merveilleuse nouvelle et j'en ai fait une dispute. C'était mal de ma part. Eh bien, sa voix a perdu un peu de son tranchant. Je ne m'attendais pas à ça. Je t'aime, Paul. Ton bonheur compte plus pour moi que tout au monde. Si Marianne te rend heureux, alors je veux soutenir cette relation. Je pouvais l'entendre respirer, réfléchir. En arrière-plan, une voix. Marianne demandait quelque chose que je n'arrivais pas à entendre. D'accord, dit-il finalement. Peut-être qu'on peut vraiment parler comme des adultes alors. J'aimerais beaucoup ça. J'ai pris une profonde respiration. En fait, j'espérais que vous viendriez tous les deux dîner demain soir. J'aimerais avoir la chance de mieux connaître Marianne, de repartir du bon pied. Attends. Le téléphone s'est étouffé alors qu'il le couvrait avec sa main. J'ai attrapé des fragments de conversation. Dîner chez papa. Veut s'excuser. Seconde chance. Quand il est revenu, sa voix était prudemment optimiste. Elle dit oui, demain à 18 heures. Parfait. Je ferai ton rôti de bœuf préféré avec ces carottes que tu volais dans la poêle. Pour la première fois depuis qu'il avait fait irruption par ma porte hier soir, Paul a ri. Vraiment ri. Je n'ai pas eu ton rôti depuis des mois. Marianne a hâte de l'essayer. Merveilleux. Et Paul, merci de me donner une autre chance. Je sais que je ne la mérite pas. Ouais, eh bien, tu es mon père. On trouve des solutions. Après avoir raccroché, je me suis assis dans le silence soudain, le soulagement me lavant comme de l'eau chaude. Phase 1 accomplie. La relation était sauvée. L'invitation à dîner acceptée. Maintenant, venait le vrai défi. Recevoir Marianne Dubois dans ma maison. L'observer assez étroitement pour confirmer mes soupçons sans avoir l'air de faire exactement cela. J'ai ouvert le bloc-notes à une page fraîche et j'ai commencé à planifier le menu. Rôti de bœuf, évidemment. La recette de Marthe pour les carottes glacées au miel. La belle porcelaine de l'armoire de la salle à manger. Du vin. Quelque chose qui encouragerait la conversation et peut-être abaisserait la garde de Marianne. Plus important encore, je devais créer une atmosphère où elle se sentirait assez à l'aise pour révéler sa vraie nature. Chaleureux, mais pas manifestement accueillant. Intéressé, mais pas intrusif. J'avais moins de 30 heures pour préparer le piège parfait. Les semaines suivantes m'ont appris que le travail de détective était bien plus fastidieux que ne le suggéraient les émissions télévisées. Le Murphy's Tavern était situé au coin animé de la rue de Rivoli, entouré de cafés et de magasins de détail qui offraient des points d'observation parfaits. Marianne travaillait du mardi au samedi, arrivant ponctuellement à 16h et partant vers minuit. Je me positionnais dans différents endroits chaque jour. Un banc d'arrêt de bus le mardi, un café du coin le mercredi, tournant pour éviter la détection. Le 20 mars m'apporta ma première découverte majeure. À 0h15, alors que Marianne émergeait de l'entrée des employés de la taverne, un pick-up blanc s'arrêta au bord du trottoir. Le conducteur, un homme d'une trentaine d'années portant un uniforme de mécanicien, a sauté dehors et l'a embrassé avec une intimité indéniable. J'ai réussi à prendre 3 photographies avant qu'il ne s'éloigne. L'étreinte, leur visage clairement visible, et la plaque d'immatriculation du camion. Cette nuit-là, j'ai commencé mon journal officiel. 20 mars, sujet rencontré par homme blanc, approximativement 30 ans, vêtements de mécanicien, démonstration publique d'affection durant approximativement 3 minutes, partis ensemble dans Ford F-150 blanc, plaque d'immatriculation. JMK Biel 847. Au 25 mars, j'avais établi que cet homme, que j'ai appris s'appeler Florian grâce à des conversations surprises, apparaissait tous les mardis et jeudis soirs. Leur routine était cohérente. Il attendait dehors la taverne. Ils s'embrassaient chaleureusement et partaient ensemble dans son camion. Mais le 27 mars a complètement brisé ma compréhension de la situation. À 0h10, alors que j'étais assis dans ma voiture de l'autre côté de la rue, un véhicule différent s'est approché de la taverne. Une Honda Civic argentée, conduite par un homme différent, plus grand, portant des vêtements de magasin, complètement inconnus. Marianne est sortie et a accueilli ce nouvel homme avec la même affection intime qu'elle avait montrée à Florian.
Même durée d'étreinte, même familiarité romantique évidente. Ils sont partis ensemble vers une partie différente de la ville. Je suis resté stupéfait dans ma voiture pendant 10 minutes, traitant ce que j'avais été témoin. Pas une liaison, mais deux, possiblement plus. Au cours des semaines suivantes, le schéma est devenu clair. Florian apparaissait les mardis et jeudis. Le deuxième homme, que j'ai finalement identifié comme Léo Martin grâce à des recherches sur les réseaux sociaux, la récupérait les mercredis et samedis. Les lundis et vendredis, elle rentrait seule chez elle, probablement pour maintenir l'illusion de disponibilité pour Paul. Ma documentation est devenue méthodique et complète. Photographie des deux hommes, de leurs véhicules, de leurs plaques d'immatriculation. J'ai suivi chacun jusqu'à leurs appartements respectifs, notant adresse et lieu de travail. Florian travaillait au garage Henderson sur l'avenue de la République. Léo gérait un magasin d'articles de sport dans le 16e arrondissement. Les deux hommes semblaient sincèrement dévoués à Marianne. J'ai observé Florian lui apporter des fleurs. Léo portait ce qui semblait être des écrins de bijoux coûteux. Aucun ne montrait de conscience de l'existence de l'autre. Pendant ce temps, Marianne maintenait ses fiançailles avec Paul avec une tromperie sans faille. Je l'ai regardé répondre à ses appels pendant ses pauses. J'ai vu examiner des magazines de robes de mariée pendant les périodes calmes au bar. Au 10 avril, mon dossier de preuves contenait 47 photographies, 3 semaines d'observations écrites détaillées et des informations complètes sur Florian Dubois et Léo Martin. Deux hommes décents trompés systématiquement par une femme qui voyait les relations comme des opportunités financières. Le mariage était dans 5 jours. Paul avait passé le mois passé dans une préparation béate, discutant de projets de lune de miel et cherchant un appartement pour leur vie conjugale. Le 14 avril, je me suis assis dans mon bureau, révisant le dossier complet une dernière fois. 27 jours de surveillance avaient révélé un réseau de tromperies si élaboré qu'il frôlait la sociopathie. Marianne ne trompait pas seulement Paul. Elle maintenait 3 relations séparées avec une précision militaire. Demain, Paul se tiendrait devant un autel et promettrait sa vie à une femme qui n'existait pas. Pas si je pouvais l'empêcher. La cérémonie de mariage s'était déroulée parfaitement sous le soleil printanier de l'après-midi. Paul et Marianne se tenaient entourés de félicitations, sa robe blanche brillante contre le décor vert du parc de Bagatelle. Je m'assis dans la section du père du marié, le dossier de preuves pressé contre mes côtes à l'intérieur de ma veste de costume. 50 invités se déplacèrent de la zone de cérémonie au pavillon de réception, leur rire résonnant à travers les arbres. Marianne acceptait les éloges avec une confiance croissante, sa main serrant possessivement le bras de Paul comme si elle réclamait un territoire. « Quelle belle mariée !» commenta la tante Éléonore de Paul. « Vous devez être si heureux de l'accueillir dans la famille. » En effet, ai-je répondu, observant les yeux de Marianne cataloguer les bijoux coûteux portés par nos parents. Alors que la réception s'installait dans son rythme, le comportement de Marianne changea visiblement. La façade modeste qu'elle avait maintenue lors de nos rencontres précédentes se dissolvait en quelque chose de plus agressif, plus égoïste. « Le père de Paul a une si grande maison », mentionnait-elle à voix haute à un groupe d'amis de la famille. Tout cet espace pour une seule personne semble terriblement gaspillé. « Oh, pensez-vous à emménager ensemble ?» demanda la cousine Marguerite innocemment. « Eh bien, les jeunes couples ont besoin d'espace pour grandir, ne pensez-vous pas ?» Toutes ces chambres qui restent juste vides. La voix de Marianne portait un tranchant calculateur qui fit échanger des regards mal à l'aise à plusieurs auditeurs. 20 minutes après le début de la réception, elle m'approcha directement. La foule s'était dispersée autour de la table des cadeaux, fournissant l'intimité dont elle avait besoin pour son vrai agenda. « Arnaud, nous devons discuter de quelque chose d'important. » Sa voix ne contenait rien de la douceur qu'elle avait utilisée pendant notre dîner il y a des mois. Paul et moi avons parlé de nos arrangements de vie futurs. Oh, j'ai posé mon verre de champagne, rencontrant son regard fermement. Votre maison, elle est parfaite pour les jeunes mariés, et franchement, vous n'avez plus besoin de tout cet espace. Elle s'est rapprochée, sa voix baissant à un ton plus agressif. Nous aimerions que vous nous la cédiez. L'audace m'a coupé le souffle, même si je m'attendais à quelque chose comme ça. Je suis désolé, mais c'est ma maison. Je ne la céderai pas.
Son visage s'est empourpré d'irritation. Ne la céderez pas? Vous êtes vieux et seul, Arnaud. De quoi avez-vous possiblement besoin de tout cet espace? C'est égoïste d'accaparer des ressources quand de jeunes familles en ont besoin. Ma réponse est non, Marianne. Peut-être que ceci changera votre avis. La gifle a claqué sur ma joue comme un coup de feu. Le son a porté à travers la zone de réception, faisant se tourner des dizaines de têtes vers nous. Mon visage me brûlait, mais je suis resté parfaitement immobile, laissant le moment s'enregistrer avec chaque témoin présent. Paul est apparu à côté de nous en quelques secondes, son visage rouge de confusion et d'embarras. « Que se passe-t-il ici, Marianne? Pourquoi as-tu frappé mon père? Il est complètement déraisonnable concernant la situation de la maison. » A-t-elle craché, apparemment inconsciente que d'agresser un homme âgé à sa propre réception de mariage pourrait ne pas bien refléter son caractère. J'ai calmement sorti mon téléphone de ma veste et retiré mon téléphone, maintenant un contact visuel stable avec Marianne, pendant que Paul nous fixait avec perplexité. « Je pense qu'il est temps que tout le monde apprenne la vérité sur qui tu es vraiment, » ai-je dit doucement, mon pouce bougeant sur l'écran du téléphone. « Qu'est-ce que tu fais ?» La voix de Marianne portait la première note de véritable inquiétude que j'ai jamais entendue d'elle. « Je passe quelques coups de fil, » ai-je répondu, envoyant le premier message préparé à Florian Dubois. « Tu verras. » Le deuxième message est parti à Léo Martin. Les deux textos identiques en urgence, tous deux conçus pour amener la vie secrète de Marianne s'écraser dans sa vie publique. « Il devrait être là dans environ 20 minutes. » ai-je dit, remettant le téléphone dans ma poche avec un sourire satisfait. 20 minutes plus tard, le son du gravier crissant sous les pneus annonça la première arrivée. Un pick-up blanc s'arrêta dans la petite zone de stationnement du parc, son conducteur visiblement paniqué. Florian Dubois a sauté de la cabine et s'est précipité vers le pavillon, son uniforme de mécanicien froissé par son départ précipité. Derrière lui, une Honda Civic argentée est apparue, dégorgeant Léo Martin avec une égale urgence. Les deux hommes se sont immédiatement repérés, leur confusion évidente alors qu'ils s'approchèrent de la zone de réception où 50 invités de mariage regardaient avec une curiosité croissante. « Marianne !» appela Florian, essoufflé. « J'ai reçu ton message concernant un accident. Es-tu blessé? Pourquoi portes-tu une robe de mariée ?» Léo s'est arrêté net quand il a vu Florian, son visage se plissant de perplexité. « Attends, qui est ce type? Comment connaît-il Marianne ?» La réception est tombée silencieuse. Chaque invité s'est tourné pour regarder deux hommes étrangers interrompre la célébration, tous deux manifestement familiers avec la mariée d'une manière qui suggérait des relations allant bien au-delà de l'amitié occasionnelle. Marianne se tenait figée dans sa robe de mariée, son visage passant par le choc, la panique et un calcul désespéré. « Ce n'est pas. Vous n'étiez pas censé. » bégaya Marianne, sa composure habituelle complètement brisée. « Comment ces hommes connaissent-ils ma femme ?» demanda Paul doucement, le mot « femme » pendant dans l'air comme une accusation. J'ai fait un pas en avant, retirant le dossier de preuve de ma veste avec une précision cérémonielle. « Messieurs, permettez-moi de me présenter. Je suis Arnaud Durand, père du marié, et je crois pouvoir répondre à cette question. » Florian et Léo me fixaient avec des expressions assorties de confusion et d'effroi grandissant. Parce que j'ai passé le mois dernier à documenter les mensonges de cette femme envers vous trois. 3 d'entre nous. La voix de Léo se brisa légèrement. J'ai ouvert le dossier et retiré les photographies arrangées chronologiquement, les tenant où tout le monde pouvait voir. 20 mars, Marianne avec Florian devant le Murphy's Tavern. J'ai affiché la première image montrant leur étreinte intime en parfaite clarté. 27 mars, Marianne avec Léo entrant dans son immeuble. Florian a arraché la photographie montrant Marianne embrassant Léo, l'étudiant avec l'intensité d'un homme regardant son monde s'effondrer. 3 avril, Marianne et Florian au restaurant Giuseppe. La photo du dîner romantique passait entre des mains tremblantes. 8 avril, Marianne et Léo faisant du shopping pour des bagues de fiançailles chez Cartier. Des bagues de fiançailles? La voix de Paul était à peine audible. 27 jours de surveillance, ai-je continué impitoyablement. 47 photographies documentant une tromperie systématique. Elle a mené 3 relations simultanées tout en disant à chacun de vous que vous étiez le seul.
Léo fixa la photographie de Florian embrassant Marianne, puis Florian lui-même. Tu sortais avec elle aussi? Sortir avec elle? Je pensais qu'on était exclusifs. La voix de Florian montait presque au cri. Elle m'a dit qu'elle m'aimait. La révélation frappa Marianne comme un coup physique. Ses genoux ont fléchi et elle s'est effondrée au sol, inconsciente avant que quiconque puisse la rattraper. Les invités se pressaient plus près, tout le monde parlant en même temps, la célébration soigneusement orchestrée se dissolvant en chaos et scandale. Paul s'agenouilla à côté des photographies éparpillées au sol, les ramassant une par une, étudiant chaque image avec l'attention méthodique de quelqu'un apprenant que toute sa réalité avait été construite de mensonges. « Celles-ci sont réelles, murmura-t-il. Tout ceci est réel. Je suis désolé, mon fils, je voulais me tromper sur elle. Florian et Léo se tenaient ensemble dans un silence stupéfait, traitant leur victimisation partagée. Tous deux avaient été manipulés avec des tactiques identiques. Promesses identiques, mensonges identiques. Je n'arrive pas à croire qu'on ait été joués comme ça tous les deux, dit finalement Florian. Une année de ma vie, répliqua Léo. Une année à croire que j'avais trouvé quelqu'un de spécial. Ils regardèrent la forme inconsciente de Marianne avec des expressions de dégoût et de trahison, puis se détournèrent de la réception détruite sans un autre mot. Alors que leur véhicule partait, Paul continuait à étudier les photographies, ses rêves de mariage s'écroulant avec chaque tromperie documentée. « Qu'est-ce que je suis censé faire maintenant ?» demanda-t-il à l'air printanier. Marianne a repris connaissance pour trouver la zone de réception presque vide. La plupart des invités étaient partis après avoir été témoins de l'effondrement spectaculaire de ce qui aurait dû être la célébration. Elle s'est assise lentement, sa robe de mariée froissée et tachée d'herbe. « Paul », sa voix portait un espoir désespéré. « Paul, où est tout le monde ?» Il se tenait à 3 mètres, tenant encore les photographies qui avaient détruit son mariage avant qu'il ne commence vraiment. Florian et Léo étaient partis, leurs traces de pneus dans le gravier, les seules preuves qu'ils avaient jamais existé dans son monde soigneusement compartimenté. « Ils sont partis », dit simplement Paul. « Tout le monde est parti. » Marianne lutta pour se remettre debout, lissant sa robe de main tremblante. « Paul, écoute-moi. Ce n'est pas ce à quoi ça ressemble. Je peux tout expliquer. » « Expliquer quoi exactement ?» Sa voix avait une platitude que je n'avais jamais entendue auparavant. « Expliquer comment tu étais fiancé à moi tout en couchant avec 2 autres hommes. Expliquer comment tu nous as menti à tous les 3 pendant des mois. » Ces relations ne signifiaient rien. Elle se dirigea vers lui, les mains tendues. « Tu es celui que j'ai choisi d'épouser. Tu es celui que j'aime. » Paul recula, maintenant une distance entre eux. « L'amour ? Tu ne comprends même pas ce que ce mot signifie. S'il te plaît, donne-moi une autre chance. Je prouverai mon amour pour toi. Je romprai complètement avec eux. » Rompre avec eux ? Le rire de Paul n'avait aucun humour. « Ils ont déjà rompu avec toi. As-tu vu leur visage quand ils ont réalisé qu'ils te partageaient avec quelqu'un d'autre ?» La désespération de Marianne se changea en colère, alors que ses tactiques de manipulation échouaient. « Très bien. Tu veux jeter notre avenir à cause de quelques photos stupides ? Tu fais la plus grosse erreur de ta vie. »« Non, » dit Paul doucement. « La plus grosse erreur de ma vie était de te croire en premier lieu. » Il s'adressa aux quelques invités restants avec une dignité tranquille. « Le mariage est annulé. Merci à tous d'être venus, mais il n'y aura pas de réception. » Marianne fit une dernière tentative. « Paul, pense à ce que tu abandonnes. Nous avions des plans, un avenir ensemble. Ne laisse pas ton père paranoïaque détruire notre bonheur. Mon père m'a sauvé d'une vie de mensonges. » La voix de Paul se renforça avec chaque mot. « Si tu m'aimais, tu ne m'aurais pas trahi avec 2 autres hommes tout en planifiant notre mariage. » Elle le fixa pendant un long moment, comprenant peut-être finalement que sa tromperie soigneusement construite s'était complètement effondrée. Sans un autre mot, elle rassembla ses jupes et marcha vers la zone de stationnement, ses talons hauts cliquetant contre le pavé avec une précision mécanique. Quand sa voiture disparut au coin de la rue, Paul et moi nous sommes retrouvés seuls parmi les décorations de mariage abandonnées. Des rubans blancs flottaient, des chaises vides, et le gâteau de mariage intact se dressait comme un monument aux rêves brisés. « Papa, je te dois des excuses énormes !» La voix de Paul tremblait légèrement. «
Tu avais raison sur elle depuis le tout début. Je suis désolé que ça ait dû se passer comme ça, mon fils. Je voulais vraiment me tromper sur elle. Merci. Il ramassa une des photographies montrant Marianne avec Léo. Merci de m'avoir sauvé de la plus grosse erreur de ma vie. C'est ce que font les pères. Protéger leurs enfants du mal, même quand c'est douloureux. Paul étudia l'image encore un moment, puis la posa parmi les preuves éparpillées. Je promets d'écouter tes préoccupations à l'avenir. Vraiment écouter, pas juste les rejeter parce que je pense mieux savoir. Et je promets de faire plus confiance à ton jugement que je ne l'ai fait. J'ai posé ma main sur son épaule. Nous avons tous les deux appris quelque chose d'important aujourd'hui. Ensemble, nous nous sommes éloignés de la réception détruite, laissant derrière nous les rubans blancs et le gâteau abandonné, les photographies éparpillées et les promesses brisées. Le soleil de l'après-midi filtrait à travers les arbres alors que nous nous dirigions vers le parking. Père et fils unis par la vérité plutôt que divisés par la tromperie. Paul se remettrait de cette trahison. Il était jeune, intelligent, et maintenant plus sage sur la différence entre l'amour sincère et la manipulation habile. Un jour, il trouverait quelqu'un digne de sa dévotion, et je serai là pour l'accueillir correctement dans notre famille.